Si nous sommes rassemblés ce soir, c'est parce que la résistance n'est pas seulement l'affaire de ceux qui l'ont vécue ou de ceux qui l'ont organisée. La résistance, ce n'est pas seulement un moment que l'on célèbre ou que l'on commémore. C'est tout cela, mais beaucoup plus encore. C'est un état d'esprit. La résistance, c'est ce qui, dans certaines circonstances, distingue l'homme libre, l'homme d'honneur, l'humaniste et parfois même l'idéaliste. La résistance, c'est le surplus de l'âme sur la servilité de l'individu. La résistance, c'est aussi le courage et un dépassement de soi. Certains témoignages le confirment. L'engagement dans la résistance a pu être parfois le simple fruit des circonstances ou du hasard. Mais la plupart du temps, c'est un engagement, une révolte contre l'aliénation. Au-delà des circonstances qui y auront conduit, c'est en effet cet engagement dans la résistance qui est en lui-même remarquable. C'est ce sens de l'engagement qui doit encore nous guider, génération après génération. Si nous sommes réunis ce jour, c'est pour célébrer les hommes et les femmes qui, au péril de leur vie, se sont dressés, ont refusé, ont résisté en maintenant dans l'obscurité une flamme vacillante qu'ils ont maintenue, éclairée dans la nuit, dans la tempête qui avait balayé toute histoire, tout espoir en 1940. Aujourd'hui, nous rendons hommage à celles et ceux qui ont préféré mourir debout plutôt que vivre à genoux. Et c'est pourquoi les mots de Guy Môquet, fusillé à 17 ans par les forces d'occupation le 22 octobre 1941, résonnent encore aujourd'hui. Quelle leçon! Quelle leçon que ces quelques mots qu'il écrivit à ses parents juste avant d'être fusillé. Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. La résistance a revêtu des formes multiples, s'est nourrie de multiples sensibilités politiques, de droite, de gauche, communistes, qui se sont retrouvées transcendées par des sensibilités philosophiques et religieuses diverses. Elle n'en est pas moins toujours restée cohérente. Alors il y eut les membres de réseaux d'action, les membres du maquis, ou des réseaux de passeurs, ou d'évasion, des prisonniers de guerre. Il y eut des combattants de la guerre de communication et de propagande qui diffusaient des journaux clandestins en passant des messages. Il y eut ceux aussi qui s'illustrèrent dans le recueil de renseignements ou encore dans la réalisation de faux papiers. Tous ces résistants avaient en commun un amour de la patrie, un amour de la liberté qui passait au-delà de l'enjeu de leur propre vie. Alors à Saint-Raphaël, ici, nous avons aussi eu nos héros. Souvenons-nous par exemple de Léon et Roger Landini, qui ont fait dérailler 8 wagons chargés de produits alimentaires à destination d'Allemagne. Rappelons-nous aussi, ici à Saint-Raphaël, Pierre-Jean Herbinger,
le colonel Bressac, qui refusa l'armistice de 1940 et qui, depuis Saint-Raphaël, fonda le réseau de renseignement Nilo, qui deviendra par la suite le réseau Mithridate, composé de 1600 agents répartis sur tout le territoire, français, belge et italien. Bressac, grand organisateur plusieurs fois arrêté, blessé, torturé, condamné, mais qui parvenait chaque fois à s'évader. Condamné à mort par les Allemands, embarqué à Bruxelles le 2 septembre 1944 dans un convoi de 1500 prisonniers politiques, il sera libéré le lendemain par la résistance belge. Croix de guerre 14-18, croix de guerre 39-45, officier de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre de Léopold, médaillé de la Résistance, il sera fait compagnon de la Résistance par décret du 24 mars 1945. Homme de l'ombre à la tête d'un réseau de renseignement parmi les plus performants, il restera, comme de très nombreux résistants d'ailleurs, d'une discrétion totale jusqu'à sa mort. Il fera même détruire ses archives en les faisant enterrer dans une galerie de la mine de Malpasset par l'un de ses fils, qui fera ensuite sauter la galerie. Victime d'un accident de la route en 1972, il repose au cimetière Alphonse Karr à Saint-Raphaël. Pensons aussi à Germaine Sablon, d'abord réfugiée chez sa mère en Théor, puis à la villa Mariana à Canlon, entre Boulouris et Aguet, qui rejoignit en 1941 le réseau André Girard sous le pseudonyme de Tante Aurélie. Elle avait pour mission d'organiser de nuit, depuis les criques raphaéloises, l'arrivée et le départ d'agents de liaison envoyés par Londres. Vivant avec Joseph Kessel et son neveu, Maurice Druon, elle le met dans la confidence avant de rejoindre le général de Gaulle pour fuir la France occupée. Kessel, celui qui a mis son art au service de la résistance, avec notamment la publication en 1943 de l'Armée des Ombres, un récit riche en anecdotes et en histoires individuelles qui donne aux combattants de l'ombre, aux résistants, une existence et une consistance tout à fait exceptionnelles. Les trois amis, Joseph Kessel, Maurice Druon, Germaine Sablon, débutèrent leur engagement de résistance ici, à Saint-Raphaël. Ils unirent ensemble leurs talents pour créer une œuvre extraordinaire, unique, qui aujourd'hui encore provoque parmi nous la même émotion. Je veux dire évidemment cette œuvre, Le chant des partisans, dont la force d'évocation est sans pareille. Enfin, je voudrais évoquer avec vous Jean Moulin, figure phare de la résistance, plus jeune préfet de France, qui créa sous l'égide du général de Gaulle le Conseil national de la résistance, dont la première réunion se tint à Paris le 27 mai 1943. Lui que les Allemands voulaient soumettre en signant un protocole accusant les troupes françaises en retraite d'avoir massacré des civils et qui le refusa. Lui qui, après avoir été trahi, fut torturé à mort pour avoir uni la résistance en France, lui qui ne céda jamais. C'est cette bravoure, cette ardeur exceptionnelle qui doit être prise par chacun de nous pour modèle. Et pour faire honneur à ces héros et aux martyrs de la résistance, pour ne jamais les oublier,
C'est avec beaucoup de fierté et d'émotion que nous inaugurons ce soir à Saint-Raphaël une stèle de la Résistance. Sur cette stèle, vous pouvez y voir la croix de Lorraine. C'est l'amiral Émile Muselier, premier officier général à rallier Charles de Gaulle à Londres dès le 30 juin 1940, qui eut l'idée de distinguer la marine des forces navales françaises libres de celle de Vichy en adoptant la croix de Lorraine. C'est ainsi que les bâtiments de guerre et de commerce reçoivent l'obligation par décret du général de Gaulle de porter un pavillon carré bleu orné en son centre, la croix de Lorraine en rouge. Les appareils des forces aériennes françaises libres doivent également porter à côté de la cocarde réglementaire une croix de Lorraine inscrite dans un cercle. Et cette croix deviendra alors l'emblème de toute la France libre. C'est cette stèle que nous inaugurons aujourd'hui et qui contribuera, je l'espère, à perpétuer, notamment auprès des plus jeunes générations, ce devoir de mémoire, à honorer nos héros, à honorer nos martyrs de la Résistance.